Attention, l'ensemble des DVD présents dans cette vidéo est utilisé à titre parodique. Et c'était quoi ça? Bon, pas grave. Vous savez, beaucoup de personnes se demandent quelle est la différence entre une œuvre culte et un chef-d'œuvre, et avant de commencer toute chose, je me sens obligé de clarifier quelques petites choses à ce sujet. Personnellement, je considère comme étant un chef-d'œuvre une œuvre avec un bon scénario, une cohérence interne pas complètement bancale et une piste de réflexion qui nous fait poser des questions pendant toute l'histoire, et rien que ça pour moi ça justifie l'appellation de chef-d'œuvre. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, l'animation joue un rôle important, je suis le premier à être en extase dès que je vois une bande-annonce Made in Ufotable, PA Works, Production et Madhouse ou encore Kyoto Animation. Sérieux? Mais Guilty Crown, qui est sur la forme l'un des animés les plus aboutis, on va retirer les œuvres du Ufotable pour admettre cette affirmation. Accordé. Est beaucoup plus difficile à ranger dans la catégorie des chefs-d'œuvre, mais pas impossible car un chef-d'œuvre est quelque chose tiré d'un ressenti personnel et chacun aura donc ses chefs-d'œuvre. Si pour vous Kantei Collection est un chef-d'œuvre, je respecte et je ne vous jugerai pas pour ça. Bon d'accord, un peu quand même. Et pour ce qui est des œuvres cultes, elles doivent avoir ou avoir eu une forte notoriété auprès d'un public et pas forcément connaisseur. Si je parle de Dragon Ball, Gundam, Sailor Moon, Cobra, Albator ou Astro Boy, tous ces noms, même si vous n'avez pas vu les œuvres en question, vous disent quelque chose, car elles ont inventé ou réinventé un genre. Les Neketsu, les Mecha, les Mao Shoujo, les Space Opera, etc. Et ça va faire mal à certains que je dise ça, mais Sword Art Online peut être considéré comme culte, tant des séries avec le thème de l'immersion dans les jeux vidéo ont vu le jour ou revu le jour après cette série. Bon, dans ce cas, Boku no Pico est culte aussi, tant c'est devenu un mème sur internet, mais là par contre je vous laisse me dire ce que ça réinventé. Et à présent, nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler le post Shingeki no Kyojin, c'est vérifiable, allez regarder combien d'animés se déroulent dans un univers de Dark Fantasy depuis 2013, et l'animé d'aujourd'hui s'inscrit très clairement dans ce registre de Dark Fantasy avec de l'action, des vampires, du post-apocalyptique et de la... Toi, tu commences pas, bref, on parle de Wally no Selaf. Donc, Wally no Selaf commence par une publicité de la prévention routière, on va dire que c'est contre le sommeil au volant. Ça s'applique aussi pour les avions. Et on découvre Olivia Mira Armstrong à l'âge de 12 ans et déjà commandante de la troupe de Briggs qui arrive tranquillement dans, je sais pas, on va dire Tokyo après 22h30. Ok, pas mal. Puis on se retrouve dans ce Tokyo post-apocalyptique avec 5 gamins qui foutent la gerbe. Un commentaire, monsieur? Ok, merci. Non, bon, vous l'aurez compris, c'est le groupe de nos personnages principaux. Ils retrouvent le reste de leur orphelinat où tout le monde est mort sauf les enfants. Et où arrive la troupe de Briggs, qui sont finalement des kidnappeurs d'enfants. Bon d'accord, la troupe de Briggs se trouve être des vampires qui exploitent les gamins pour leur sucer le sang, ce qui ne plaît pas trop à Yushiro et Michaela. Mais Michaela en profite d'être bien vue par, on va l'appeler Michael Jackson au vu de certaines de ses répliques. Bref, Michaela se fait bien voir par la noblesse des vampires pour monter un plan d'évasion. Dans les minutes qui suivent, on en profite pour nous présenter notre groupe de protagonistes, à savoir Yushiro, Michaela, Akane, Shihiro, Ako, Fumine, Taichi et Kota, qui s'évaderont grâce au plan de Michaela et retenez les noms, ils sont importants. Ah bah non, en fait on s'en fout. Et sinon, Yu arrive à s'enfuir, trouve des humains qui ont survécu et promet de se venger des vampires. Suite à ça, Yu va rejoindre une colonie d'humains qui est regroupée dans un camp fortifié pour pouvoir survivre à la fois des vampires errants et contre les bestioles bien dégueulasses. Et ça me rappelle quelque chose. Donc, par où commencer pour parler de tout ça? Ok, va pour cette liste. Donc on commence par le scénario, et comme vous avez pu le remarquer, l'ambiance se veut très sérieuse. Je vous rappelle quand même qu'on parle de génocide, de kidnapping de mineurs, d'exploitation de mineurs, de prostitution, en tout cas c'est comme ça que j'appelle ça, et d'assassinat, donc les motivations du héros sont clairement justifiées pour se venger. Surtout que le scénario est écrit par Hiroshi Seiko, qui a pu faire des apparitions dans le scénario de Garo, Zankyu no Terror et Kill la Kill, donc autant vous dire que ce n'est pas quelqu'un qui sort de nulle part. Surtout que c'était lui aussi, mais cette fois à l'origine du scénario de Shinsai no Teikyoku, Shingeki no SNCF, tiens c'est étonnant, et qui était à l'origine d'une bonne moitié des épisodes de Shingeki no Kyojin. Ça y est, on comprend mieux. Et avec tout ça, rien du tout. La tension mise en place dans l'épisode est détruite lors des épisodes qui suivent. Dans l'épisode 3, Michaela revient à la vie comme c'est gentiment spoilé dans l'opening. Mais si vous êtes habitué à ce Fairy Tail, ça ne vous dérangera pas. Les épisodes 2 à 5 se déroulent dans une école où Yu doit avoir pour objectif de se faire des amis, ce qui coupe l'intensité mise en place dans l'épisode 1. Et même si on nous explique les subtilités de l'environnement humain, la façon de combattre les vampires et les... je sais pas, montre les jeux de Fukushima, avec les armes démoniaques qui sont des armes maudites par un démon avec lequel tu dois pouvoir communiquer pour pouvoir faire des... Ok, pardon, je me suis trompé d'animé. Oui, bref, pour une saison de 12 épisodes, c'est long. Heureusement qu'ils ont eu la bonne idée de faire une saison 2, comme ça le temps passé à l'école prend une part moins importante. Mais ce n'est pas pour autant que le scénario est devenu meilleur pour autant, je reviendrai là-dessus plus tard. Yu continuera d'ôter qu'il veut faire la peau des vampires, et qu'il est torturé par la mort de Sa. Le rapport de force entre la noblesse des vampires et l'armée des humains est ridicule, les personnages sont stéréotypés un peu comme leur relation, à l'exception d'une. Alors, on a le personnage principal téméraire, audacieux et stupide qu'on retrouve dans tous les Neketsu, le frère rival clean et à cheval sur ses principes, le premier ami terriblement énervant et inconscient de son pouvoir, le rival intelligent torturé par sa famille aussi et tout aussi stupide que le personnage principal, Michael Jackson qui adore sucer des enfants, qui adore sucer le sang des enfants, le vampire qui maltraite ses sous-fifres,
ou pas en fait, la Loli Némésis de la série, parce que Japon, le chef charismatique, on va l'appeler Mustang, et ses pigeons, le chef tyrannique et ses pigeons, tous les personnages de background, dont certains plus intéressants que d'autres, et il va nous manquer quelque chose. Voilà, la tsundere. Donc ce n'est pas pour l'originalité de son scénario ultra prévisible et la personnalité des personnages qui rehausse le niveau de cet animé, si en plus de ça on rajoute le fait que l'univers est très mal exploité. Je rappelle que c'est de la dark fantasy qui est censée être une menace omniprésente et une source de tension, elle est à peine utilisée, ce qui mène à des incohérences ridiculement drôles. Nous sommes à l'extérieur de la zone de retranchement des humains, donc il y a des montres religieuses absolument dégueulasses et si on n'a vraiment pas de chance, même des vampires qui peuvent venir à notre rencontre, donc nous devons être le plus discret possible. Un 4x4 de 2 tonnes avec des enceintes de 500 watts devrait faire un moyen de transport sûr dans ce cas-là. Putain qu'il est con. Oui, tout à fait. Oui. Vous voulez qu'on meure ou quoi? Attends, il manque quelque chose. Bon, ça suffit, vous laissez ce con sur le bord de la route. Heureusement que les hauts gradés sont là pour leur mettre les pieds sur terre. Ok, laissez tomber. Bon, pour ce qui est du scénario, des personnages c'est fait, pour les incohérences vous l'aurez compris, il y en a un peu partout, pour les openings c'est des openings ultra classiques de séries animées japonaises, même si l'opening 1 a un passage sympa. Celui-là, et qu'il spoil légèrement, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et malgré tout ce que j'ai pu dire sur Wally no Selaf, bah j'aime bien cet animé. Déjà pour quelque chose que même ses détracteurs reconnaissent, à ma grande surprise, c'est l'animation. Les personnages ont des couleurs très synthétiques qui me fait beaucoup penser à Katana Katari, mais qui rendent très bien, des scènes de combat relativement bien fichues et des backgrounds qui sont... je sais pas, peints, parce que là je suis désolé mais on voit encore le coup de pinceau. Et ça transmet bien l'atmosphère que doit avoir un univers de dark fantasy, avec un mélange suffisamment bien géré entre les deux styles graphiques pour que ça ne soit pas choquant. En faisant ressortir les personnages, ce qui est plutôt beau pour les plans rapprochés, mais qui sur les plans plus lointains fait un peu tâche. Donc sur la forme, Wally no Selaf a des qualités reconnues, et si vous voulez encore une preuve que la forme de cet animé est bonne, c'est Hiroyuki Sawano qui est à la composition musicale, et Dieu sait que j'adore ce compositeur. Et si vous connaissez pas Hiroyuki Sawano, c'est ça. Bon, pour revenir sur le scénario maintenant, même si j'ai allègrement craché sur la saison 1 comme étant ultra classique, longue et prévisible, la saison 2 fait un véritable effort pour rendre le scénario plus complexe et plus sérieux, se servant enfin de l'univers qu'ils ont mis en place. Heureusement, ça a quand même duré presque 12 épisodes, avec cette fois-ci du chantage militaire, de la rébellion, du complot ou encore des expérimentations humaines. Bon, ça n'empêche pas les facilités scénaristiques, quelques longueurs et une fin qui pourrait essayer de te faire passer Gilgamesh de Fate Zero pour un gentil et Cyber pour une méchante, ce qui est en gros le résumé de Fate Pedoliner Prince Malia, mais dans l'ensemble c'est beaucoup mieux géré que dans la saison 1. Mais pour moi, ce que j'ai préféré dans cet animé, c'est son humour. Oui, on est dans un univers post-apocalyptique avec de la dark fantasy et ce qui est le plus marquant c'est son humour qui a merveilleusement bien marché sur moi. De par les incohérences que je trouve terriblement drôles, malgré elles, c'est comme si dans Berserk Guts allait poutrer de la peau dans la nuit avec un gilet jaune fluo. Et l'autre point fort de l'humour c'est ce personnage. Parce que même si j'ai pu cracher sur les personnages ou certains personnages tertiaires avec un temps d'apparition de 2 épisodes dont un si tu éternues tu ne la vois pas, sont plus attachants que la plupart des personnages principaux, je pense particulièrement à elle. Il y en a quand même 2 qui sauvent la face, Gulen. On va l'appeler Mustang sinon je vais partir en couille à chaque fois, donc c'est le personnage qui sert de père spirituel à Yu et commandant de l'armée. Oui, c'est Mustang je vous dis. Je suis en harmonie avec le dragon. Et attends, c'est ça la VF. Yosh, Nippon no Jutsu. Bah voilà, on peut passer à la suite. En Russie soviétique, la poussière te mord. Oups, misclick, désolé pour vos oreilles. Pendant que vous vérifiez que vous n'avez pas perdu de point d'audition, j'en profite pour vous présenter Shinoa, qui elle a pour le coup une personnalité totalement inédite. Elle peut être dure comme elle peut être mignonne, voire moe. Et uniquement quand elle veut en jouer, et non pas avec une évolution linéaire et complètement forcée, n'hésitant pas à prendre des choix risqués pour son évolution dans la hiérarchie militaire. Elle est aussi joueuse, surtout avec les nerfs des autres personnages, elle est enjouée, elle est crue, elle sait se battre, elle est rigolote, et c'est que pour elle le définir le mieux, c'est qu'elle est taquine. Et en plus tu lui rajoutes la voix de Saori Ayami, qui est une seiyuu que j'adore au passage, qui trouve une ampleur dans ce rôle que je n'avais encore jamais entendu malgré ses rôles dans Akagami, Anoi Mata et Pitié de ma langue Mada Shinanai, Bakuma, Boruto, Code Geass, Fairy Tail, Gantz, Hibiki of
Phoneme, Initial D, Inu-Battle 1 Ishijuke no Nakade, Kami no Mizo Shiri Sekai, Katanagatari, la série des Monogatari, Maoka Kuku no Retusei, Coucou toi, MM, Musagen no Phantom World, Nagino Asukara, putain j'ai plus de souffle, Noragami, One Punch Man, Oreimo, Sakuratsu, Sekirei, Shigatsu wa Kimi no Uso, Sorano Otoshimono, Sword Art Online, The Idol Master, Wahari blablabla Mashigatelu, Yamada-kun to Seven Nimajo et d'autres. Donc inutile de vous dire que le personnage de Shinoa dégage un bon capital sympathie, et la dernière fois que j'avais vu un personnage sauver la série à lui seul de cette manière, c'était Tokisaki Kuromi de Date Live. Mais contrairement à Date Live, là ils ont eu le bon goût d'en faire un personnage central et pas un personnage qui apparaît dans 5 épisodes et que tu pries pour revoir. Tiens, un OAV de Date Live. Et la communauté d'Otaku n'a rien trouvé de mieux comme nom pour définir sa personnalité que Smug Dere. C'est nul comme nom. Enfin bref, passons sur ce détail, peut-être que j'en fais trop sur ce personnage et que la communauté a dû tout autant s'extasier sur Asuka d'Evangelion, sauf que Asuka a apporté et démocratisé la mode de la... Toi aussi rejoins la secte anti-tsundere en donnant les 5€ que tu as taxé à tes parents pour aller te faire un kebab sur le site www.donne-ton-argent à un mec qui respire la confiance.com. PS, ce site... n'existe pas, alors arrête de cliquer sur ton écran. J'en étais où moi déjà? Oui voilà, le vrai point d'originalité de cet animé et qui me le fait apprécier, c'est Shinoa. Donc un animé qui met une saison à se mettre en place avec un univers mal exploité, avec un scénario prévisible et 70% des personnages qui sont clichés. Et où les seuls vrais points forts sont son animation, son humour et quelques rares personnages. Il est évident que je n'aurais pas convaincu beaucoup de monde pour regarder cet animé, surtout que d'autres animés plus connus exploitent les mêmes sujets en mieux. Si vous voulez le même univers mais mieux utilisé, allez regarder Shingeki no Kyojin. Si vous voulez des armes avec des personnalités, allez regarder Bleach. Si vous voulez un pouvoir incontrôlable, allez regarder Madoka. Et si vous voulez une révolution, allez regarder Fullmetal Alchemist Brotherhood. Conclusion, Wari no Selaf est sorti trop tard? Oui, probablement. Un autre problème avec Wari no Selaf, c'est la campagne de communication qu'il y a eu et qui continue d'être faite. Exactement. Qu'il a fait se porter au même niveau que des séries comme Sword Art Online ou Fairy Tail, jusqu'à ce que les calendriers de l'avant où ils étaient vendus soient côte à côte, mais ça représente bien la population que l'anime a réussi à toucher, alors que le premier épisode, malgré les dessins des personnages, vise une population beaucoup plus mature. Le dernier problème que je vais avoir avec Wari no Selaf, comme avec les deux autres œuvres, étant leur fanbase, qui crie au chef-d'œuvre, alors qu'il y a des défauts de cohérence et scénaristique aussi présents que Mr. Answer sur Twitter. Après, comme je l'ai dit, chacun va avoir ses chefs-d'œuvre, et c'est quoi ce bruit-là? La fanbase de Fairy Tail et Sword Art Online. Ok, c'est le moment de partir. Voilà, c'était ma critique sur Wari no Selaf. Si elle vous a plu, je vous encourage à laisser un pouce bleu, bien que l'algorithme YouTube n'en ait plus rien à faire. Moi, ça me fait toujours plaisir et vous m'expliquerez ce que c'est que ça. Et laissez un commentaire, c'est réellement ça qui me motive à continuer à faire des vidéos. En plus, je fais en sorte de répondre à un maximum d'entre vous. Sur ce, je vous laisse, j'ai pris du retard dans les animés de la saison avec ces conneries que tout le monde appelle les fêtes de fin d'année. Sur ce, Nippon Banzai!